Amira se tenait pieds nus dans la poussière, des larmes striant ses joues couvertes de saleté alors que les hommes l'entouraient. Elle n'avait que 8 ans, trop petite pour se défendre, trop effrayée pour crier encore. Sa robe grise était déchirée à l'ourlet, ses genoux écorchés. Elle croisait les bras sur sa poitrine tandis que son beau-père, Rico, lui aboyait quelque chose à l'oreille. Quelque chose de cruel, de tranchant, de définitif. Elle tressaillit, mais ne répondit pas. Elle avait appris le silence il y a longtemps. En face d'elle, au centre de la cour délabrée, se tenait l'homme qu'ils appelaient Eli, un homme âgé et silencieux avec une barbe hirsute, une veste usée et des yeux qui semblaient éviter tout contact. La plupart du temps, Eli errait aux abords du village, fouillant dans les détritus et marmonnant pour lui-même. Personne ne savait vraiment d'où il venait, et personne ne s'en souciait, ce qui le rendait parfait pour le plan de Rico. Depuis la mort de la mère d'Amira, emportée par une pneumonie, tout avait changé. Rico n'était pas son vrai père. Il n'avait jamais agi comme tel. Pour lui, elle n'était qu'une bouche à nourrir de plus, un rappel que la femme qu'il avait épousée avait autrefois aimé un autre homme plus que lui. Les coups avaient commencé doucement. La faim avait suivi. Puis, une nuit, après avoir compté l'argent dans son tiroir et lu quelque chose sur une faille dans un programme d'aide gouvernementale, Rico avait regardé Amira et décidé qu'elle pouvait enfin lui être utile. Le mariage, avait-il dit le lendemain, sirotant une bière éventée devant ses amis, ce n'est pas illégal s'il n'y a pas de paperasse. Ils avaient ri. Mais il était sérieux. Il avait trouvé Eli derrière le marché, assis seul sur une caisse en bois, fixant un pigeon. L'homme vivait discrètement depuis près de 2 ans, ne demandant jamais rien, ne se défendant jamais quand on lui lançait des pierres ou des insultes. « Tu veux manger ?» avait demandé Rico. Eli n'avait pas répondu. « Tu veux un toit, un lit ? Je te donne ça. Tout ce que t'as à faire, c'est dire oui quand je te le dirai. » Le lendemain, une parodie malsaine de cérémonie eut lieu dans la cour d'une maison en ruine. Pas de gâteau, pas de musique, juste 4 hommes ivres et cruels, une petite fille en robe déchirée, et le vieil homme qu'ils avaient poussé devant elle. Amira pleurait tandis qu'on la forçait à avancer. Sa petite main tremblait lorsque Rico lui saisit le poignet et le plaça dans la paume d'Eli. « T'es à lui, maintenant » siffla Rico. Mais quelque chose d'étrange se produisit à cet instant. Eli la regarda, non pas avec confusion ou indifférence, mais avec une douleur profonde, humaine, comme s'il comprenait tout et détestait chaque seconde de cette scène. Très doucement, Eli s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. Il murmura quelque chose que personne d'autre n'entendit. Les sanglots d'Amira ralentirent, et bien que ses yeux laissent encore couler des larmes, elle hocha la tête une fois. Pendant les 2 jours suivants, Eli et Amira furent autorisés à vivre dans une petite cabane délabrée à la périphérie du village. Rico racontait à tout le monde que ça l'y convenait. Qu'ils pourrissent ensemble, disait-il. Ils sont inutiles de toute façon. Mais Rico ignorait qu'Eli avait passé ces 2 nuits à faire quelque chose de très précis. Il avait sorti une petite boîte métallique cachée sous la doublure de son manteau. À l'intérieur se trouvait un téléphone, un vrai, chargé, avec un verrouillage par empreinte digitale. Ce téléphone contenait des emails, des photos, des documents cryptés et le contact d'un avocat qui devait encore à Eli une faveur qui changerait sa vie. Car Eli, malgré ses haillons, sa barbe et sa démarche boiteuse, n'était pas un mendiant perdu. Il était Elia Cartwright, fondateur de l'une des plus grandes entreprises de sécurité technologique du pays. Un homme qui avait disparu après que son frère l'avait trahi en vendant les parts de leur société pendant qu'il luttait contre un cancer. Elia s'était évanoui des gros titres, mais pas par accident. Il avait choisi l'exil, pour se cacher, observer, trouver des gens comme Rico et tester l'humanité du monde, jusqu'à ce qu'il la rencontre. Le matin du 3e jour, Rico se rendit en trombe à la cabane, exigeant qu'Eli se présente pour une nouvelle faveur. Mais la cabane était vide. Le lit aussi. Le gardien de la porte du village rapporta plus tard avoir vu une voiture noire aux vitres teintées récupérer quelqu'un à l'aube. Rico ne remarqua la SUV noire garée près de la périphérie du village que le 3e jour après la disparition d'Amira. Au début, il pensa que c'était la police, peut-être une simple vérification. Il n'était pas inquiet. Après tout, il n'y avait pas de paperasse, pas d'acte de mariage, pas de certificat de naissance au nom d'Amira. La fille avait simplement été laissée quand sa mère était morte. Il avait raconté qu'elle s'était enfuie. Personne ne s'en souciait. Mais alors, on frappa à sa porte. 2 hommes en costumes impeccables, l'un avec un badge, et derrière eux, Elia Cartwright, rasé de près, cheveux coupés, vêtu d'un manteau noir impeccable, avec une flamme discrète dans les yeux. Le sourire de Rico se figea. « Vous êtes en état d'arrestation », dit l'officier calmement, pour des chefs d'accusation incluant séquestration illégale, mise en danger d'enfants, agression physique et tentative de mariage forcé d'une mineure. « De quoi vous parlez » hurla Rico, soudain en sueur. « J'ai rien signé. Elle est même pas à moi. » « C'est exactement pour ça que c'est pire, » dit Elia. «
Vous n'aviez aucun droit légal sur elle, et pourtant, vous l'avez vendue. 2 jours plus tard, Rico faisait la une de tous les journaux nationaux. Mais ce n'était pas son histoire qui intéressait les gens. C'était celle d'Amira. Dans une salle d'audience de la capitale, la vérité éclata. Les avocats présentèrent des photos, des témoignages, des messages que Rico avait échangés avec ses amis, se vantant de son plan. Mais ce qui stupéfia le tribunal, ce fut la personne qui se tenait aux côtés de la petite fille. Elia Cartwright monta à la barre. « J'ai disparu il y a 7 ans, commença-t-il. Après que ma famille a essayé de m'effacer. J'ai tout abandonné, mon entreprise, ma maison, mon nom. Je voulais voir le monde depuis le sol, pas depuis un pantouse. » Sa voix se brisa légèrement. « Et c'est en étant traité comme un déchet que j'ai enfin vu les gens que personne ne remarque. » Il regarda Amira. Elle n'a pas demandé d'argent ou de pitié. Elle voulait juste que quelqu'un voie qu'elle souffrait. Et je l'ai vu. Le tribunal accorda à Elia la garde complète d'Amira, non pas à cause de sa richesse, mais à cause du sourire doux et confiant qu'elle lui adressait, un sourire qu'elle n'avait montré à personne depuis des années. La salle applaudit lorsque le juge abattit son marteau. Amira était libre. Rico, lui, ne l'était pas. Au cours des mois suivants, la vie d'Amira changea d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elia l'inscrivit dans la meilleure école de la région, mais insista pour qu'elle continue à l'aider à ramasser des légumes dans leur jardin chaque matin. Il lui disait que la richesse n'avait de sens que si elle permettait de faire pousser quelque chose pour autrui. Elle était d'accord. Amira commença à écrire des histoires dans un carnet, des récits sur d'autres filles qui se sentaient oubliées, sur la gentillesse cachée derrière des manteaux froissés, sur des guerriers qui n'hurlaient pas mais écoutaient. Lorsqu'on lui demanda ce qu'elle voulait devenir plus tard, elle répondit « Quelqu'un qui ne laisse jamais le silence cacher la douleur ». Des années plus tard, le petit village qu'il avait autrefois ignoré renomma son unique école le Centre Amira Cartwright pour les filles. Rico, lui, resta derrière les barreaux. Pas seulement pour Amira, mais parce que son arrestation déclencha des enquêtes sur de multiples cas d'abus ruraux, de trafic d'enfants et de falsification, tous révélés grâce à un homme en manteau sale qui avait dit « oui » quand on lui avait ordonné de ne rien dire. Elia ne chercha jamais à être reconnu. Il donna à Amira l'espace de devenir sa propre lumière. Mais chaque année, à l'anniversaire du jour où ils avaient quitté ce village, ils s'asseyaient sous un olivier dans leur jardin, et ils murmuraient « Ce jour-là, quand j'ai tenu ta main, tu m'as redonné un but. » Et elle répondait « Et toi, tu m'as redonné ma voix. » Car le monde avait peut-être rayé Amira de son histoire, mais Elia l'avait inscrite dans son testament, dans sa maison et dans son cœur, pour toujours.